Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous m'entendez. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Il est 10h01, on est tranquille, on est pépère. Comment allez-vous, les trois spectateurs de mon chat? Je vois qu'il y a Yokai, comment est-ce que tu vas? Merci d'être là, merci d'être présent pour modérer, pour me soutenir, c'est grave sympa. Hmm. On se retrouve pour un petit good luck have fun bien chill après le récap E3 qu'on a fait jeudi soir tous ensemble. D'ailleurs, ça s'est super bien passé, c'était vraiment très rigolo. On a pu faire un petit tour de toutes les conférences qui ont été annoncées. Et là, on se retrouve avec Alain, Azer de son petit pseudo, qui va venir un peu discuter avec nous de quelque chose qui est fondamental dans le domaine, je pense, à la fois du bien-être quotidien, mais aussi de l'e-sport évidemment et de la compétition. C'est la préparation mentale. Parce que si on prépare son corps, si on prépare ses compétences et qu'on tryhard pour connaître une méta, se préparer mentalement, c'est quelque chose qui est fondamental et on en a discuté un petit peu ensemble et je me suis dit que c'était vraiment un super intervenant pour Good Luck Have Fun pour discuter avec vous de ce sujet qui est à la fois très peu abordé et pourtant dont on a tous conscience, je pense ici, qu'il est vraiment fondamental parce que sans une bonne préparation, sans quelqu'un qui est capable de nous coacher et de nous apporter les bonnes méthodes pour véritablement réussir à s'introspecter et du coup à bien vivre et à avoir du coup un confort, et ben c'est beaucoup plus compliqué de performer. On s'en rend compte de plus en plus avec la structuration très professionnelle des équipes e-sport. Et tout ça, on va en discuter avec Alain d'ici quelques minutes. Je l'accueillerai vers 10h05, 10h10 normalement. Donc voilà, en tout cas, j'espère que vous, de votre côté, ça va très bien, que vous avez pu récupérer votre petit café, qu'il n'est pas trop tôt. À chaque fois, le message que je reçois, c'est 10h pour Good Luck Have Fun, c'est beaucoup trop tôt. Voilà, j'espère que vous avez réussi à vaincre votre sommeil. Moi, en l'occurrence, ça a été pas facile ce matin. C'est jamais simple avec la chaleur en plus ces derniers temps. C'est vrai que voilà. En plus cet après-midi, on a le fameux El Famoso match de l'équipe de France. Donc j'imagine que certains d'entre vous vont aller un petit peu le regarder, etc. avec des potes. Donc je me suis dit, de toute façon, en fait, le problème, c'est que si ce n'est le matin, après, les créneaux sont très pris entre la LFL, la semaine, la LEC le week-end, le dimanche soir où on a envie de faire autre chose, de chill, etc. Je pense que le matin, c'est le créneau le plus adéquat pour Good Luck Fun, évidemment. Et puis en plus, vous verrez ce soir, il y a un gros. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je parle à mes 5 spectateurs parce que vous êtes 5, donc vous pouvez vous inscrire, évidemment. Il y a un tournoi League of Legends qui est du coup casté et host par Au Service Sport, une superbe structure. Je vous invite vraiment à aller voir un petit peu tout ça, à vous inscrire. Ça peut être vraiment vraiment très sympa. En plus, qui sait, peut-être que vous découvrirez des personnes que vous connaissez déjà très bien au cast. Et pour le coup, c'est que du bonheur, que du plaisir. Donc voilà, voilà, je vois qu'il est 10h05, on a le temps, vraiment. N'hésitez pas quand vous arrêtez ce chat, un petit mot, un petit message. J'espère que vous allez tous très bien, que tout se passe super bien pour vous. Je vois que le nombre de spectateurs fluctue un petit peu. Je sais pas si c'est les mêmes personnes ou si alors il y a des gens qui me découvrent. Et si c'est le cas, merci beaucoup d'être avec moi ce matin sur mon live. Ça fait toujours extrêmement plaisir. En tout cas, voilà, ce qu'il faut savoir et ce qu'il faut dire, c'est que aujourd'hui, le sujet de l'émission, il est vraiment fondamental, il est extrêmement important. C'est un sujet que je suis pas capable d'aborder seul parce que j'ai très peu de connaissances, à proprement parler à ce niveau-là. Et c'est un sujet qui, je pense, en plus, conviendra énormément à beaucoup de personnes. Donc, voilà, on va faire un petit point, on va faire une petite aparté, un petit break et on va accueillir au serve Azer d'ici quelques minutes. Déjà, si vous avez des questions ou quoi, je vous laisse aller, on va dire 2 petites minutes, le temps moi de chill, de boire mon café et puis sinon je partirai en break et puis on commencera le stream, on commencera l'interview avec Alain. Bon allez, je vous torture pas plus. Je sais que le silence comme ça fait peur à certains, dont à moi. Ce qu'on va faire, etc., c'est que je vais aller appeler du coup Alain sur Discord. Pendant quelques secondes, on sera en off du coup, et puis après, normalement, on se retrouve tous ensemble, voilà, pour discuter avec Alain de tous ces sujets-là, pour découvrir son parcours, son profil, et pour voir comment il a réussi à le lier avec le monde du jeu vidéo compétitif et de l'e-sport. Allez, sur ce, je vous fais un petit break. Je vais appeler Alain, on va commencer à discuter, et puis on se retrouve tout de suite juste après la pause. Merci beaucoup.
Alors me revoilà avec évidemment mon invité du jour, Alain. Salut Alain, comment vas-tu? Est-ce que tout le monde le voit correctement déjà? Oui, c'est parfait, c'est parfait. Alain, comment vas-tu? Comment est-ce que ça va ce matin? Très bien. Écoute, en forme, moi depuis 8h30, je suis au travail, donc ça va. C'est J'ai c'est- déjà bu le café par contre, je suis désolé. c'est pas grave, comme ça on est un peu en décalé. En tout cas, ça me fait super plaisir de t'avoir aujourd'hui du coup dans cette émission. Est-ce que tu pourrais aller en quelques minutes nous expliquer un petit peu ton parcours, ce que tu fais, qui es-tu? Voilà, pour les gens qui ne te connaissent pas malheureusement, enfin vraiment pauvre personne. Donc voilà, essaie un peu de t'introduire pour que tout le monde apprenne à te connecter correctement. Allez. C'est dur de se présenter. Euh, Très dur. donc moi c'est Alain, je viens de l'Est de la France. J'ai fait enfin, un parcours on va dire classique jusqu'au lycée. Donc j'ai fait un bac S, élève très moyen, enfin comme beaucoup. Et après, je suis parti en Belgique faire des études. Donc, j'ai tenté médecine pendant un temps. Puis après, au bout de 2 ans, je me suis réorienté en psychologie. Et du coup, je suis resté quand même en Belgique parce que c'est vrai que j'ai gardé un petit peu mes amis et cette mentalité. Et suite à ça, bah, du coup, j'ai fait un master enfin, une licence en psychologie et sciences de l'éducation. Et enfin, un master en psychologie du travail dans une autre université belge. Mhm. Euh, le tout étant ponctué d'échanges au Canada, en Norvège, donc j'ai pas mal bourlingué. D'ailleurs, c'est un mot de boomer, là, j'ai 28 ans, c'est vrai. Euh, Il y a et, pas mal euh, et de après, boomers sur ce stream, hein, t'en fais pas. ouais, c'est ça, c'est ça. Donc j'ai aussi touché un petit peu à tout. J'ai fait un peu de recherche dans le cadre de mon master. Mon stage, c'était un stage recherche. Mhm. J'ai travaillé après dans la RH à la Marine nationale. Ok, super. Puis, puis dans la santé, dans la fonction publique territoriale, sur les politiques de santé. Et enfin, maintenant, à mon compte en libéral. Donc, c'est dur de passer après Nicolas Besson, parce que finalement, on Faut a un pas peu, dire ça, on a faut un pas peu dire. le parcours opposé, enfin opposé. C'est ça qui est intéressant. Et ça ne s'oppose évidemment pas, mais oui, voilà. C'est ça qui est intéressant, c'est D'un toute une côté, un évolution, hein. parcours On a tous des théorique et parcours qui sont complémentaires, hein. Si on était tous chercheurs, eh ben on n'aurait pas de joueurs et donc on n'aurait rien à chercher finalement. Donc, et si on n'avait pas de préparateur mental, je me demande si on aurait beaucoup de joueurs encore aujourd'hui au top niveau sur la scène FR. Mais du coup, c'est super intéressant. Avant de discuter un peu de préparation mentale, etc., et de tes domaines de spécialité quand même, parce que tu as un parcours assez complet, extrêmement exhaustif en tant que psychologue, etc. En plus, maintenant, tu es à ton compte. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur voilà, quand tu étais en train de préparer ton bac? Je sais que c'est le cas de beaucoup de personnes actuellement, il y en a même qui passent le bac, c'était le bac de philo il y a quelques jours. Comment est-ce que tu percevais, toi, ta poursuite d'études dans l'enseignement supérieur? Est-ce que tu avais déjà une idée de ce que tu voulais faire? Est-ce que tu avais un projet pro ou pas du tout? un projet pro, oui et non. Non, pas spécialement. Mhm. Je- En fait, ça me fait penser un petit peu à ce que disait Nicolas la dernière fois. Je crois que c'est très dur et c'est même, à mon sens, ça peut détruire de devoir faire des choix, aussitôt en collège, lycée, où on n'est pas encore réellement formé en soi, en tant qu'être humain, tu vois, en tant que Ouais. perso, euh, pour faire réellement un choix qui va dicter, enfin, en fait, qui va changer toute ta vie, qui va juste définir où tu vas aller plus tard. Alors j'ai la chance de pas avoir un parcours qui est trop, comment dire, unidirectionnel, et j'ai toujours Linéaire. fui un petit peu voilà, exactement, linéaire. J'ai toujours fui un petit peu cette hyper spécialisation, Mhm. mais malheureusement c'est la réalité du monde dans lequel on vit, où euh, on tend vers, on est tellement dans chaque domaine, il y a des pointures, on va dire, il y a euh, des spécificités, et on va toujours plus loin dans l'hyper spécialisation. Et c'est vrai que c'est moi, bon, à titre personnel, ça m'a toujours fait peur. Donc du coup, j'ai toujours cherché un truc assez généraliste. Et au lycée, non, non, pas du tout. Bon, évidemment, on a tous des préférences. Je me suis dit, l'être humain, l'esprit humain, ça m'intéresse. Mais à part ça, je Ouais. j'avais pas d'idée précise. Donc les sciences sociales, on va dire, de manière générale.
Mais c'est ça qui est intéressant. C'est encore une fois, c'est quelque chose que j'essaie de vraiment souligner lors de chacune de mes émissions, c'est que je suis moi-même comme toi, hein, je suis passé par là, j'ai préparé mon bac et je ne savais absolument pas ce que je voulais faire. Je me suis retrouvé de façon Mhm. complètement aléatoire en classe préparatoire littéraire. Je suis arrivé le premier jour, petite anecdote, la prof principale me dit qu'on est en classe préparatoire ULM. Moi, je me suis dit, putain, je me suis trompé de classe. Là, je suis en train de préparer Ouais. une licence d'aviation et non pas du tout une licence de philosophie ou en train de faire une classe prépa littéraire. Donc, enfin, c'est normal au début de pas trop savoir et de Mhm. tâtonner. Ce qui est malheureux, et ça, je suis complètement d'accord avec toi, c'est que ça nous cantonne en fait dans des secteurs et qu'après, on a de plus en plus de mal à en sortir. Et ça, c'est vrai que c'est assez complexe. Et du coup, vas-y, je t'en prie, rebondis sur ce que je viens de dire. Non, non, mais c'est clair et net. Non, non, mais je suis totalement d'accord avec toi. Ça nous cantonne à un domaine et surtout, ça nous conditionne. C'est-à-dire qu'au-delà de ça, c'est difficile quand on a commencé, on a fait des études, allez, je vais dire une bêtise, mais des études de psychologie. Mhm. Après, de repartir et de dire, en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt d'être ingénieur. Voilà. C'est ça Euh, aussi. c'est pas que c'est impossible, mais les réorientations sont quand même, à mon sens, encore compliquées, même si je vois de plus en plus de gens se réorienter et changer de cap, tu vois, à 30, 40 ans. Mais ça n'empêche que même sur un CV, quand tu arrives à 40 piges ou à 30 piges et que tu dis finalement, voilà, j'ai travaillé pendant 10 ans dans tel domaine, mais maintenant j'ai plus envie de travailler, que tu arrives devant le recruteur, et Mhm. bah à CV égal, tu vas passer à la trappe. C'est ça en fait, Euh, c'est ça. Et puis les réorientations sont assez mal perçues malheureusement aussi, je sais pas ce que toi t'en penses exactement, mais c'est vrai que bah, par exemple moi j'ai connu une réorientation assez importante l'année dernière puisque je sortais de 2 ans de master en sciences sociales appliquées à l'Asie en recherche, du coup je faisais de la recherche sur le Mhm. Japon spécifiquement, en sciences politiques, et je me suis complètement réorienté, alors j'ai la chance, je me suis orienté dans un domaine qui est porteur, le marketing et la communication, avec en plus un diplôme de grande école derrière, à la clé, donc c'est vrai que ça a un peu du coup ça a un peu cassé le mauvais regard que l'on peut porter sur la réorientation, mais c'est quelque chose qui, pour le coup, je trouve est très compliqué à faire. J'ai connu beaucoup de personnes parce que bah, déjà ça implique de savoir transposer ses compétences dans un domaine qui est complètement différent. Et en plus de ça, bah, Mhm. on a toujours cette peur de se dire est-ce que je ne serais pas toujours attaché au profil que j'avais l'an passé, c'est-à-dire à ce petit chercheur, un mec qui est curieux mais qui s'intéresse véritablement, tu vois, et qui va se plonger dans des bouquins et des ouvrages et qui va pas chercher à faire du marketing ou à faire de la communication, à s'intéresser par exemple au monde de l'e-sport. Donc ça, je pense, c'est quand même assez compliqué de se réorienter et c'est vraiment demandant, c'est vraiment une épreuve. C'est vraiment une sacrée épreuve. Je pense aussi, puis bon, après, dans ton cas, tu partais pas de rien, Bien sûr, j'ai eu beaucoup de chance. et je crois que, voilà, finalement, ton parcours, parce que, de manière générale, je suis pas en train de dire que les réorientations sont une mauvaise chose, au contraire. Et je pense que avoir des expériences dans des domaines très divers, ça apporte forcément quelque chose, que ce soit humainement, que ce soit en termes de compétences, parce qu'il y a des compétences qui sont très généralistes, Bien sûr, euh, complètement. mais réellement, c'est un atout pour, enfin, bon, la plupart des profils que j'ai pu arriver en étant RH, que j'ai pu recruter, c'était en général des gens qui avaient un petit peu touché à tout, ou en tout cas les meilleurs profils que j'ai pu recruter sont des gens qui, oui, avaient un profil assez atypique. Alors ça veut pas dire qu'il faut pas être, il faut pas rester dans son cursus si on est sûr Bien et sûr. certain qu'on va faire quelque chose. C'est juste qu'il y a un juste milieu entre être enfin, avoir un fonctionnement de boîte un petit peu rétrograde entre guillemets, un petit peu classique plutôt, Mhm. et, Complètement. et ne recruter que des profils qui correspondent au poste, qui cadrent avec le poste. Évidemment, c'est pas comme ça que ça fonctionne de toute façon, hein, le recrutement. Voilà. Et l'autre extrême qui est de recruter que des gens qui sont atypiques, on va dire, ou qui ont un parcours atypique. C'est plutôt et c'est comme partout finalement. Enfin, tu Bien vois, je sûr, bien pense que c'est sûr. une bonne conclusion sur cette question-là. C'est finalement c'est la diversité des profils. Quand tu vas les mettre tous ensemble, c'est ce qui va créer cette émulation un petit peu et cette évolution Mhm. euh, positive, que ce soit en entreprise ou ailleurs. Mais ce qui fait que ça évolue positivement, c'est quand il y a des échanges et pour qu'il y ait des échanges qui soient vraiment
intéressant et qui soit productif, bah, il faut avoir déjà des parcours différents, il faut avoir connu différentes choses. Bah Sinon, ça quand on pour vient le coup, tous de la même. Ouais, c'est la force aussi du travail en entreprise, selon moi. C'est la force aussi que j'ai pu rencontrer en ouais. école de commerce lorsque j'y étais, c'est qu'il y a des parcours et des profils qui sont vraiment à des années-lumière les uns des autres. Et c'est ça aussi qui crée du coup à la fois de la diversité. Alors après, attention, il faut savoir quand même ceux qui accèdent à l'école, enfin celles et ceux qui accèdent en école de commerce souvent ont un background financier qui fait que, donc c'est déjà très homogène, il faut casser cette homogénéité. Néanmoins, les parcours, eux, sont extrêmement différents. Et ça, c'est clair que c'est ultra bénéfique et extrêmement intéressant en tant qu'étudiant. Ce que je regrette peut-être aujourd'hui, c'est que malheureusement c'est encore très homogène et c'est une partie de la population aisée, pour ne pas dire privilégiée, qui peut y accéder. Mais en tout cas, je pense qu'on partage le même Oui, point de c'est vue le par cas. rapport à ça. Ouais, Oui, tout oui, à c'est fait. le cas, complètement, complètement, il faut le dire, hein. Mmh. J'en ai bien conscience et il faut en avoir conscience. On a de la chance de pouvoir faire ce genre d'études-là, il faut le savoir et après il faut l'utiliser parce que c'est une chance, certes, mais faut en profiter à 200% et c'est vrai que pour le coup, on peut en tirer de super bénéfices et on peut en faire de grandes choses et de belles choses. Ça, c'est sûr. Ouais, et je pense que c'est le pendant un petit peu, c'est-à-dire que tu as le côté, comment dire? Tu as la diversité des parcours et tu as la diversité des profils et c'est vrai que c'est pas 2 choses opposées, hein, mais Mhm. heu, là tu parles en école de commerce, mais c'est un petit peu partout pareil. Heu, Ton origine sociale, à mon sens, va influencer ton parcours, d'une manière ou d'une autre. Ouais. Heu, Si, on va dire si tu as toujours grandi, Heu, dans un F2 avec tes 5 frères et sœurs, que tu pouvais pas travailler, dans une chambre, que tes parents ils savaient ni lire ni écrire, et qu'ils avaient C'est pas forcément les moyens bien sûr. ni les connaissances, nécessaires pour t'orienter, Mhm. et bah, concrètement, tu auras beau être le très intelligent, enfin, C'est beaucoup plus compliqué, tu hein, feras pas c'est forcément le sûr. même parcours. Ouais, c'est plus compliqué, Mais il y a des études, exactement, il y a des et études. inversement. Vas-y, je t'en prie, je t'en prie. Non, pardon. Et inversement, je pense que genre, si par exemple t'as pas forcément de capacité, enfin, une capacité, ça veut rien dire. Mais si tu t'es pas forcément un excellent élève, mais que tu te débrouilles normal, enfin que tu es dans la moyenne, et que pareil, tu vis dans ce cadre de vie-là, et ben la différence, c'est que un gars qui serait d'une bonne famille, entre guillemets, lui sera capable de se faire payer entre guillemets l'école de commerce et d'obtenir un master 2 d'une école random, parce que malheureusement on en connaît tous, pas toutes, Mhm. hein, bien sûr, et finalement d'exercer à un niveau master, du management, enfin où on va lui demander un certain niveau, là où son pendant entre guillemets dans l'autre catégorie sociale va se retrouver à la chaîne, à l'usine ou au McDo. C'est malheureux et à mon sens, c'est Bien une sûr. réalité. Après, de toute façon, c'est une réalité qui a été quantifiée. Il y a beaucoup d'études qui sont d'ailleurs appliquées aux sciences sociales qui prouvent et qui montrent que, par exemple, le taux de personnes qui viennent de familles à condition ouvrière dans l'enseignement supérieur, donc à partir de la licence, il est extrêmement faible. Et plus on gravite, plus on monte dans les années, en Master 2, je crois qu'il est équivalent à 2 ou 3%. Parce que, comme tu l'as dit, conditions sociales, etc. Puis parce que aussi, ça c'est quelque chose que moi je critique beaucoup, c'est l'élévateur social en France qui est tant mis en avant, la méritocratie. Alors, ça fonctionne, mais enfin, pour moi, ça ne fonctionne pas. Certains viendraient me dire que ça peut fonctionner. Pour moi, c'est pas suffisant en fait, parce que la méritocratie, certes, mais il y a toujours un peu un plafond de verre, et on parle pas encore ici, parce que là, on parle d'une forme de déterminisme. D'ailleurs, il y a une excellente question de Stellan qui nous dit est-ce que vous pensez qu'il y a une sorte de déterminisme? En gros, est-ce que ton milieu dicte nécessairement ton futur, et est-ce que tous les efforts sont vains? Je vais essayer d'y répondre en te posant la question, puis après on verra ce que toi t'en dis. Je pense pas qu'on puisse parler de déterminisme. Néanmoins, il y a une forme de. En fait, c'est-à-dire que ce que j'entends, c'est que le milieu ne dicte pas nécessairement ton futur, encore moins parce que on a la chance d'avoir accès à différents types d'études, etc. Mais déjà, pour avoir la chance de choisir, bah, il faut avoir une famille qui peut nous soutenir, qui peut nous supporter, que ce soit financièrement, socialement, culturellement. Et puis encore une fois, il y a une forme de déterminisme parfois et de reproduction sociale. Et ça, on s'en rend compte pas nécessairement que dans certaines classes sociales, mais dans toutes les classes sociales, hein. Un acteur aura très probablement un enfant qui sera lui-même à son tour acteur. Et donc, du coup, ça poursuit un petit peu cette forme de déterminisme. Donc, je dirais que c'est pas un milieu, enfin, c'est pas un déterminisme absolu,
mais c'est un déterminisme relatif. Et donc du coup, évidemment, il faut en prendre conscience et il faut en avoir conscience pour essayer de casser un petit peu ce plafond de verre, parce que là on parle de questions sociales, mais on pourrait aussi parler de questions de genre, on pourrait parler de questions aussi de racisme qui existent et qui là aussi sont des plafonds de verre supplémentaires. Donc si déjà il y a un déterminisme social qui existe, vous pouvez comprendre que une femme racisée qui va vouloir évoluer dans un monde, dans la sphère par exemple de grandes études, bah, aura beaucoup plus de difficultés, ça c'est un fait. Je sais pas ce que tu en penses, Azer, je sais pas si tu peux nous apporter, nous éclairer un peu notre lanterne, mais je pense que... Alors, c'est pas mes prédilections, mais Bien sûr, bien sûr. j'ai un avis là-dessus et je suis totalement. Alors là-dessus, je suis totalement en phase avec toi. Je pense que c'est pas absolu, bien sûr. C'est relatif parce qu'en fait, ce serait trop réducteur de dire notre cadre social, voilà, c'est la seule chose qui va nous influencer. Par contre, ça va quand même conditionner notre évolution, à mon sens. Ouais. Et comme tu le dis, il y a d'autres facteurs qui vont se potentialiser, que ce soit après quand tu vas te retrouver en entreprise, le fait d'être une femme, un homme, la misogynie, le racisme. Ouais, il y a plein de choses qui peuvent influencer derrière. Et paradoxalement, je pense que surtout dans le monde du travail, on essaye d'être le plus scientifique possible et le plus pro possible, que ce soit dans notre recrutement, dans notre manière Bien sûr. dans notre manière de choisir les gens. Et en définitif, on reste esclave quand même de notre subjectivité. Et ça, c'est vrai que la psychologie nous apprend là-dessus que on peut vraiment pas faire confiance à nos sens et notre cerveau, qu'on le veuille ou non, interprète la réalité. Ce qu'on voit, c'est pas ce qu'on perçoit nous en tant qu'être humain, ce n'est pas la réalité, c'est réellement ce que notre cerveau en interprète. Ouais. Et où je veux en venir en disant ça, c'est que concrètement, si dans notre cerveau on a intégré que ça a l'air le truc, mais une certaine forme de préjugé, voilà. Ouais, je vois. Exactement, mais ça peut, et c'est pas forcément dire arabe égale voleur, mais ça peut être des choses plus, voilà, par exemple les gens pauvres fraude à la sécu. Plus on va entendre des choses à ce sujet, plus on va l'intégrer, voilà, il suffit qu'on ait vu une personne qui le fasse, entre guillemets, la manière dont on va percevoir les personnes qu'on va considérer comme pauvres va être influencée par cette représentation qu'on a acquis. Exactement. Voilà. Et c'est aussi pour ça que le pouvoir aujourd'hui médiatique, qui est c'est-à-dire de rabâcher un certain nombre d'actualités sur un sujet, qu'on le veuille ou non, a un impact sur les préjugés que l'on peut avoir. Comme il y a une excellente pub aussi qui reprend ce que tu dis par rapport justement aux personnes pauvres, c'est je crois qu'aujourd'hui pour une personne pauvre, c'est une pub d'une association, j'ai oublié le nom malheureusement, elle est disponible dans le métro parisien, elle est quasiment partout, elle est excellente, je crois que c'est la pub de l'association de l'Abbé Pierre, je dis peut-être des bêtises, la fondation Abbé Pierre je crois, mais en l'occurrence il faut 4 générations à une personne pauvre pour sortir de la pauvreté, ne les cataloguez pas directement comme pauvres durant toute leur période d'existence, parce que c'est-à-dire que dans 4 générations, elles ne seront plus considérées comme étant pauvres, et ce qui veut dire qu'on peut les aider à sortir de cette pauvreté, c'est pas un état qui est absolu, et donc c'est aussi intéressant de voir ça, parce que c'est essayer de changer en fait la perception qu'on a de la pauvreté. Dire la pauvreté, c'est pas un état qui serait quasiment un peu associé du immuable. Ouais, c'est ça, immuable, un état que tu sais qu'on aurait du coup, il y aurait une sorte de force supérieure qui serait venue dire bah des personnes méritent d'avoir de l'argent et d'autres ne méritent pas et donc sont pauvres. Ça c'est aussi un peu ça découle aussi de la religion, ça découle de beaucoup d'aspects. C'est un petit peu le risque à dire quand tu es pauvre, tu réussiras pas dans ta vie, ou enfin de dire qu'il y a un déterminisme absolu. C'est que on peut vite tomber vers une forme d'eugénisme. Qui est de dire on a qu'à se débarrasser des pauvres de toute façon, et puis on reste entre personnes, j'exagère le truc, mais on reste entre personnes qui ont réussi, qui sont intelligents, qui sont aussi ça. Mais ça, on est dans des sujets tellement... C'est global tout ça, c'est quelque chose d'assez intégré, ça dépend de de la société dans laquelle on vit aussi, qui nous influence d'une manière ou d'une autre. On vit dans un système capitaliste, qu'on le veuille ou non.
avec un fonctionnement, avec des classes qui sont valorisées, d'autres moins. Bon, après, qu'on soit d'accord avec ça ou non, Oui, c'est une réalité. bien Mais sûr, c'est bien vrai sûr. que historiquement, et je pense qu'en sociaux ou autres, ça a été bien évoqué, même Marx, enfin, voilà, sans vouloir trop rentrer dans les détails, beaucoup travaillé sur les questions de classe. Et c'est toujours important d'y revenir parce que ça reste d'actualité et ça reste une réalité. Et dans notre système qui est toujours un système capitaliste à l'heure actuelle, euh, il faut rappeler que c'est pas la norme hein, à l'échelle de l'univers, enfin de notre civilisation. Le capitalisme, c'est une période très courte de notre. C'est récent, c'est très récent. Mhm. Euh, il, il faut bien comprendre que euh, ça évolue, ces conceptions-là, selon notre société, selon le modèle économique dans lequel on vit, selon notre religion, Bien selon la sûr. période, selon la technologie. Tout est lié en fait finalement. C'est de façon un peu Ouais. ironique, tu vois, de dire ça un peu tout est lié. On croirait que je suis fou, mais c'est vrai que en fait, quand on se rend compte, quand on fait des sciences sociales, on se rend compte que enfin, tout est connecté en fait. Que ce soit, et encore une fois, comme tu le dis très bien, que ce soit le modèle, le système économique dans lequel on vit et dans lequel on progresse, avec la façon dont on va percevoir aussi du coup certaines classes sociales. Il faut aussi redéfinir les classes sociales. Pendant un certain temps, on nous disait que avec la théorie du ruissellement qui avait été très développée par des penseurs capitalistes, nous disant que bah, en gros les personnes qui créent de la richesse, bah, du coup vont acquérir tellement de richesse que du coup ça va ruisseler sur les classes les plus démunies et que du coup les gens vont s'enrichir hein, un peu progressivement, ce qui aujourd'hui n'a jamais été prouvé. Je vous invite à lire l'excellent livre, l'excellent ouvrage de Thomas Piketty que j'avais pu moi-même feuilleter et qui est vraiment passionnant à ce sujet. Mais cette théorie-là, en fait, aussi, elle vient conforter une assise de classes qui sont dominantes. Il y a toujours eu des classes dominantes, et c'est vrai qu'il faut ce concept de classe pour pouvoir les percevoir et pour pouvoir le comprendre, même si ce concept doit être remis au goût du jour, j'ai envie de dire, parce qu'aujourd'hui, on a l'apparition de nouvelles types de classes. Tout comme on a l'apparition de l'adolescence, avec le développement du capitalisme, ça n'existait pas avant. Avant, on était enfant, on passait de l'enfance à l'âge adulte. Et puis, avec le capitalisme, le développement des richesses et des classes moyennes, on a eu cette période d'adolescence, finalement, où on est un enfant qui devient adulte, mais qui ne travaille pas encore. Et bah ça, c'est un peu le même principe avec les classes sociales qui évoluent, qui changent, etc. Et je pense que c'est une discussion super intéressante. Je vois que le temps passe super vite. Je sais pas si ça t'intéresserait, Alain, qu'on passe peut-être un petit peu à tout le côté préparation mentale, un petit peu à tes études pour voir un petit peu ce que toi tu en penses. Allez, Je sais pas si t'as un mot aucun à souci. rajouter, Et peut-être un mot à rajouter sur pour ce qu'on finir a là, dit. Vas-y, vas-y. non, mais je pense que ça pourrait faire l'objet d'un épisode de discussion à part entière Complètement. sur le système économique, enfin même plusieurs épisodes, parce que Ça pourrait durer des. voilà, on pourrait parler keynésianisme, on pourrait parler Bien sûr. enfin voilà, c'est vraiment super intéressant et Mhm. malheureusement on lui rend pas honneur en parlant comme ça Ah bah bien sûr, bien sûr. en 5 minutes, mais voilà, en espérant qu'on ait été un minimum exhaustif, je sais pas, Ouais. tous les deux, mais bon. En tout cas, on a essayé de défendre deux trois points de vue, tout ça pour vous dire que si vous Oui, êtes en train de préparer le baccalauréat ou si vous êtes en bac plus 1, plus 2, plus 3, plus 5, connaître un échec, c'est quasiment rien. Tout le monde connaît des échecs, même les personnes qui ont le plus réussi selon les normes que l'on vient de définir. Et du coup, il faut rebondir par rapport à cet échec-là, il faut poursuivre, il faut surtout pas abandonner. Et si vous avez envie de vous reconvertir, c'est jamais trop tard. Que vous ayez genre 20, 30, 40, 50, 60 ans, c'est possible de se reconvertir dans un domaine qui nous passionne. Et ça, c'est un fait. C'est le cas. Et donc vraiment, totalement. je vous pousse, je vous dis, réfléchissez-y, évidemment, il faut toujours peser le pour et le contre, il faut prendre le temps d'en discuter avec ses proches, mais c'est possible. C'est possible, donc si c'est quelque chose qui vous tient et qui vous porte, faites-le parce que je pense que ça vous apportera énormément. Et du coup, parce qu'il faut quand même Oui, retourner un peu au centre du sujet, et je pense que là, Alain va devenir encore plus spécialiste, encore plus intéressant qu'il n'était déjà. On va parler un peu de préparation mentale. Est-ce que tu pourrais, ouais, alors déjà, nous parler un petit peu de qu'est-ce que la préparation mentale, et puis ensuite faire un petit lien, un petit point avec l'e-sport, qui toi te passionne en l'occurrence. ok. Oh, c'est dur ça. C'est très compliqué dès le matin en plus. J'ai l'impression de dire ça à chaque question. Qu'est-ce que la préparation mentale? Euh, alors, bon, de toute façon, j'ai l'impression que à partir du moment où quand tu commences à creuser un sujet, ça devient forcément compliqué parce Évidemment. que tu te rends compte de la complexité des choses. Mhm. C'est un petit peu, tu sais, ce schéma de l'ignorance. Ah bah bien Quand tu sûr. arrives à un certain stade de connaissance, tu te rends compte que tu connais justement pas grand-chose. La préparation mentale, c'est assez décrié en termes, enfin, disons quand le terme de préparation mentale, c'est simplement, enfin,
simplement. C'est de la psychologie appliquée. De la Mhm. psychologie appliquée, c'est un type d'entraînement. euh, un type d'entraînement visant à améliorer la performance et l'amélioration des habilités cognitives, à travers les habilités cognitives. Après, c'est concrètement la problématique, c'est toujours de faire la différence entre de la préparation mentale et de la psychologie du sport. Il y a pas une définition, il y en a plusieurs. Je pense que le plus simple, c'est la psychologie du sport. Ça touche plutôt, à mon sens, au, à la compréhension des habilités et du développement de ces habilités. Et la préparation mentale vise plutôt à l'application concrète de ces concepts théoriques de psychologie du sport. Finalement, les deux font partie de la psychologie du sport, à mon sens, hein, bien sûr, mais je les vois comme complémentaires, l'un descendant de l'autre, si j'ose dire. En tout cas, c'est super intéressant parce que bah, du coup, je pense que c'est quelque chose qui est peu connu aujourd'hui dans le monde de l'e-sport. Je sais pas si toi, en l'occurrence, as des expériences, etc., qui te font dire le contraire. Et puis, qu'est-ce que Non, tu... oui. Salut Mr. Mm. White, salut, merci d'être présent sur le chat. Vas-y, pardon, je disais bonjour à de nouveaux arrivés. Du Non, coup, mais bonjour à Mr. Wise, pas de souci. du coup, ouais, comment Euh, est-ce que tu fais le lien entre préparation mentale et e-sport spécifiquement? Pourquoi l'e-sport? Et est-ce qu'aujourd'hui tu penses que c'est un besoin de la scène? alors, sans aller déjà jusque l'e-sport, dans le sport de manière générale, et pas que dans le sport d'ailleurs, c'est aussi un besoin souvent en entreprise, je le ressens, Ouais. parce qu'il peut m'arriver de travailler avec des entrepreneurs, des travailleurs qui cherchent si tu veux, ouais, à mieux s'organiser, euh, à, à réfléchir de manière plus concrète, plus opérationnelle. Mhm. Euh, et toutes ces choses-là, bah, ça touche à la préparation mentale parce que c'est très généraliste et c'est des concepts qui peuvent servir à tout le monde. Mais du coup, sans aller jusque l'e-sport, clairement, même dans le sport classique, c'est pas encore admis totalement. C'est pas Ouais. du, voilà, c'est encore difficile de faire comprendre à certains sportifs, même à très très haut niveau, qui peuvent nécessairement avoir besoin de préparation mentale. Et tu disais tout à l'heure un truc qui a un petit peu retenu mon attention. En début d'émission, tu parlais de l'importance de la préparation mentale et du fait que est-ce que les gens performeraient en France s'il n'y avait pas de préparation mentale, etc. Je sais C'est plus vrai. comment tu l'avais formulé. Ouais, c'est à peu près comme ça. Et, et en fait, le truc, c'est qu'on n'est pas sur de la préparation physique, c'est-à-dire que concrètement, tu peux difficilement euh, enfin, on est sur quelque Les chose effets, quoi. d'un peu flou. Tu peux mesurer certains effets parce que ça reste un entraînement, mais tu vas le voir en définitif, mais tu pourras jamais dire c'est dû à de la prépa mentale ou est-ce que c'est dû plutôt à mon entraînement physique. Ouais. C'est des choses qui sont, en fait, c'est assez complexe. Après, oui, on a des études sur le sujet qui permettent de creuser ça. Mais là où je voulais en venir, euh, c'est concrètement, actuellement, les gens performeraient dans tous les cas, qu'il y ait de la préparation mentale ou pas. La différence, c'est que de nos jours, on a compris l'utilité, ou en tout cas, les études ont montré l'utilité de la préparation mentale et de la psychologie du sport auprès de sportifs et d'e-sportifs, même si on n'a pas encore trop de retours sur les e-sportifs, Ouais, mais ça se c'est développe. clair. On a vraiment noté qu'il y avait des choses intéressantes à faire et que ça avait vraiment un impact, que ce soit sur la performance, que ce soit de manière générale sur la capacité de concentration, la manière de gérer son stress, son anxiété, que du coup certains s'y mettent et automatiquement si certains s'y mettent, euh, les autres s'ils veulent rester au niveau, entre guillemets, pouvoir suivre le rythme, parce que c'est aussi une question de rythme à ce niveau-là, c'est d'être capable de supporter des entraînements physiquement harassants Mhm. et pareil intellectuellement. Et s'ils veulent pouvoir suivre le rythme et les performances de leurs adversaires, ils doivent s'y mettre aussi. Moi, je pense que c'est plus un effet de... les gens s'engrainent, on va dire,
sans que ce soit malheureusement encore intégré réellement euh, dans la mentalité et dans la manière d'aborder les choses. C'est-à-dire que on est encore très loin comment dire, d'un milieu qui accepte la préparation mentale Mhm. comme ayant sa place réellement dans le sport. Bah c'est ça en fait, c'est ça qui moi me fait dire justement que c'est assez compliqué justement pour les préparateurs mentaux et puis aussi pour cet aspect-là, c'est que Mm. on va vouer un culte au corps qui est très important. Même dans l'e-sport aujourd'hui, je pense que toute équipe qui se vaut un petit peu, toute équipe qui veut perf demandera à ses joueurs d'avoir une activité physique quasiment quotidienne, ne serait-ce que pour se défouler, pour respirer, mais on en oublie quand même une partie importante de l'être humain. Enfin, en tout cas, moi, je m'en aperçois de plus en plus. J'ai fait un peu de philo, etc. Puis même, bah, je pense qu'on connaît tous des moments un peu d'anxiété, encore plus après le Covid. On se rend bien compte que se préparer mentalement, s'ouvrir, discuter, partager et être capable, en fait, finalement, de se rattacher. J'ai envie de dire à des bonnes pratiques, à une sorte de bien-être, bah, ça nous permet de performer sur le long terme. Donc je te rejoins dans le sens où je Oui. pense, je connais pas trop, mais faire de la prep mentale pour un match, ça sert à rien. Enfin, ça n'a pas d'intérêt. En fait, l'objectif de la prep mentale, c'est de se sentir au top de sa forme et d'être concentré et focus à 200% sur l'ensemble des matchs. Et quand on voit les calendriers extrêmement chargés, que ce soit dans le foot, hein, dans le foot, il y a beaucoup de la NBA aux States, c'est insane par exemple. Quand on voit aussi dans Mhm. l'e-sport, les joueurs de CSGO, enfin, une saison de joueurs de CSGO, c'est quand même, en plus ils ne sont que 5, il n'y a pas de remplaçants, c'est quasiment des tournois et des compétitions toutes les semaines. Alors quand ils bougeaient en plus à l'époque, il fallait prendre l'avion, prendre le train pour pouvoir aller en Europe, partout en Europe, parfois aux States, parfois en Russie, etc. Donc c'est extrêmement compliqué et je pense que c'est là où en fait où devient C'est utile dense. et important la préparation. Alors pour moi, non, elle est importante même au-delà de Ok, ça. ok, ok. Enfin, à mon sens, là, avec la visibilité que j'ai, pour moi, elle est importante que ce soit pour un sportif de très haut niveau ou Mhm. un sportif amateur. Après, il faut être convaincu de l'utilité d'une intervention. Si on vient consulter en prépa mentale parce que l'entraîneur a dit il faut consulter en prépa mentale, ça n'a aucun intérêt. Après, mon travail, c'est aussi, et le travail des prépa mentales et des psychologues, d'amener la personne à comprendre pourquoi. Il y a beaucoup, enfin, Ouais, on en oublie souvent, mais le gros travail, c'est l'aspect psychoéducation, c'est d'expliquer vraiment les, les ressorts euh, du fonctionnement de notre cerveau. ouais, bien sûr. Et d'amener du coup ce qui amène la personne finalement à se questionner et à accepter ou pas d'entamer un suivi. Mais du coup, ce que je veux dire, c'est vraiment c'est une question d'intentionnalité dans le fait de venir faire de venir en séance pour développer un programme de préparation mentale. Euh, Qu'est-ce qu'on disait? Qu'est-ce que je voulais dire? Euh, Peut-être le temps que tu réfléchis à ta question, je rebondis sur ce que tu viens de dire. ouais. Le concept d'intentionnalité, c'est vachement intéressant dans le sens où si on est réfractaire à la pratique, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué d'en profiter pleinement. Parce que c'est vrai que c'est déjà extrêmement compliqué de se préparer mentalement et de pouvoir un petit peu réussir à dépasser son anxiété, ses troubles, etc. Alors si en plus on est réfractaire, bah, dans un sens on se renferme et quand on se renferme, on a de plus en plus de mal finalement à réussir à pleinement pouvoir respirer, profiter. C'est extrêmement important hein, et ça passe à travers la discussion, ça passe justement aussi à travers la discussion avec un professionnel qui est certifié pour pas non plus avoir de mauvaises pratiques, de mauvaises méthodes, parce que ça c'est extrêmement dangereux. Hein. On touche un domaine où c'est comme la muscu, enfin je veux dire, on a tous commencé à un moment à Mm. faire un peu de sport et on se rend bien compte qu'il y a des mouvements qu'il faut faire avec une certaine amplitude, avec une certaine force, avec un nombre de répétitions spécifiques, etc. Et si on n'a pas un pro Mm. pour nous aider, nous accompagner, ou ne serait-ce que pour donner quelques conseils, et par pro, c'est en muscu en l'occurrence, ça peut être quelqu'un qui s'y connaît depuis quelques années, bah, c'est tout de suite plus compliqué et plus dangereux. Et je pense que dans le domaine de la préparation mentale, c'est pareil, quoi. C'est peut-être que là, d'ailleurs, C'est un exactement ça. diplôme, un certificat, c'est un peu un moyen de prouver et de montrer qu'on a des compétences. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Azer, mais t'en parlais d'ailleurs Alors, je vais dans un découper super ma thread réponse, récemment. Vas-y, vas-y. c'est gentil. Je vais découper un peu ma réponse en deux parties. Peut-être un petit rappel sur les diplômes et les certificats. Préparateur mental, c'est pas certifié, enfin, c'est pas, comment dire, c'est pas protégé. C'est un titre que tout le monde peut avoir, Mhm. comme le titre de coach. Là, du jour au lendemain, tu peux te dire coach, préparateur, moi je pourrais rien te dire et il n'y a aucun problème. Euh,
Mais le titre par contre de psychologue du sport ou de psychologue de manière générale est un titre protégé Ok. qui oblige à avoir un master 2. Voilà. Donc d'avoir fait un mémoire, d'avoir fait de la recherche, de connaître finalement une certaine méthodologie. Ouais, bien sûr. Là où voilà, ça c'était le rappel qui me semble important, je pense, pour que les gens comprennent où est la problématique et justement où est le flou qui est des fois entretenu par certains préparateurs entre ce qui est de l'ordre de la psychologie du sport et ce qui est de l'ordre de la préparation mentale. En sachant aussi qu'il y a des outils qui ne sont utilisables que par des psychologues du sport, enfin, et du psychologue de manière générale, et auxquels les préparateurs n'auront jamais accès, ne pourront pas avoir accès sauf s'ils sont psychologues. D'accord. Je pense à des méthodes type le MDR, Live Movement Desensitization. En gros, c'est basé sur les TCC, mais on sait que par exemple en sport, ça peut avoir un effet sur c'est beaucoup utilisé pour le PTSD, tout ce qui est trouble stress post-traumatique. Et en prépa mentale, ça peut avoir une utilité sur la récupération des blessures. Bien sûr. Ça peut améliorer la récupération des blessures. Donc ça, c'est réservé à des psychologues. Pareil, en fait, il y a des tests qui sont réservés qu'à des psychologues, auxquels vous pouvez pas avoir accès, mais des échelles, ça peut être différents types d'échelles, hein. Mais sur l'évaluation, on va dire le surentraînement par exemple, voilà, les motivations en sport, plein de petites choses qui peuvent nous aider à comprendre et à analyser parce que c'est pas seulement des interventions, mais c'est aussi de savoir analyser, bien analyser les besoins de la personne. Donc ça c'est le premier point. Rappel sur le psychologue, ce qu'il fait, le prépa, ce qu'il fait, voilà. Bon, même si on y reviendra, je pense. Bien sûr, bien sûr. Le deuxième point, du coup, c'est important de comprendre ça. Je sais plus de quoi on parlait. On parlait Tac. on parlait de préparation mentale. Non, Et oui, je sais. on était en train de parler des pratiques Et- du coup, qui sont Oui. réservées aux psychologues et d'autres qui seraient Ouais, interdites ouais. pour les préparateurs Ok. mentaux, en l'occurrence. Mais c'est super Ouais. intéressant ça. Je rebondis dessus du coup et comme ça te permet d'avoir un Oui, peu de temps pour réfléchir. Te mets pas la pression, hein, vraiment. On est là pour t'inquiète. chill et pour discuter. Mais Il faut vraiment que je note les choses parce que c'est dramatique. tu vois, On mais a mis. c'est un apprentissage sur soi finalement. Suivre cette émission, ça permet d'en apprendre plein et y participer aussi, donc c'est génial. Mais Et une émission, c'est un travail en soi. ah bah bien sûr, non Comme mais c'est jamais simple, mais en l'occurrence c'est super intéressant ce que tu dis là parce que quand on parle justement de préparation mentale et on a peut-être un peu du mal à percevoir, on a peut-être un peu du mal à percevoir cette pratique sur le spectre justement de la psychologie et on se rend bien compte que du coup c'est qu'une seule partie très infime en fait du monde de la psychologie et que du coup il y a des pratiques qui sont interdites et ça c'est aussi assez intéressant parce que du coup toi le fait que tu puisses avoir oui, accès à la fois à ton rôle de psychologue et puis en même temps à ton rôle de préparateur mental avec du coup voilà, des compétences et des connaissances, bah, ça te donne en fait une sorte de double compétence qui est genre ultra bénéfique pour les joueurs et pour les joueuses, que ce soit sport, e-sport, et même pour toute personne en fait qui aurait besoin d'un préparateur mental. tout à fait. Et du coup, ça m'est revenu. Mhm. Tu faisais la comparaison qui était géniale, je trouve, avec la prépa physique et le sport. C'est-à-dire que dans le sport, on se poserait pas la question, enfin, si ton entraîneur, tu te poserais pas la question de quel entraîneur je vais prendre. Enfin, tu sais que tu vas devoir aller chercher un entraîneur qui est c'est diplômé, qui a telle compétence, et tu sais à peu près définir s'il te dit des cracks ou pas. S'il te dit pour travailler en force, tu dois faire 400 répétitions de squat à vide, tu vas dire tu te moques un peu de moi, voilà. Mais parce que on a intégré un petit peu ça et qu'on sait faire nos propres recherches. C'est pas le cas en prépa mentale. Et la comparaison est intéressante parce que c'est un petit peu ce que je disais dans mon thread. Tu peux avoir des prépas mentales qui vont pas faire de mal, entre guillemets. C'est-à-dire, la plupart du temps, d'ailleurs, c'est ça. C'est des gens qui vont te dire des banalités. Débanaliser. Ils vont te dire oui, alors tu devrais apprendre à respirer. D'accord, apprendre à respirer, mais comment? Ce serait important, mais comment? Ils vont te dire il faut que tu aies confiance en toi.
OK. Et peut-être avec quelques petites méthodes, mais l ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas forcément des choses qui vont te nuire. Par contre, heu, c'est comme pour un entraînement physique, c'est-à-dire que à partir du moment où on va te communiquer un programme qui est pas forcément adapté à tes besoins, ou qui est, on va dire, très basique, Mhm. déjà tu vas stagner à un moment ou à un autre. Ouais, bien Après ça, sûr. tu me diras, c'est normal. Donc tu vas pas forcément évoluer comme tu le voudrais et tu vas pas évoluer comme tu le devrais. Donc tu vas t'entraîner, c'est comme si tu t'entraînais avec un mauvais programme, avec un programme qui est pas adapté. Tu vas pouvoir t'entraîner, tu vas t'y habituer, tu vas prendre un certain rythme, mais c'est pas forcément le programme qui sera adapté. Et bah, c'est pareil en préparation mentale. Et ça, c'est dur à faire comprendre aux gens, parce que juste ils savent pas ce qu'est la préparation mentale et ce qu'est la psychologie du sport, concrètement, Mhm. et c'est normal. Il faut qu'on fasse un effort d'éducation, et ce Ça, c'est flou, il fou, est voilà. entretenu par les personnes qui, bah, oui, et ce flou, il est entretenu par les personnes, pas toutes évidemment, mais par, certaines personnes qui s'improvisent, préparateur mental. Bah, en fait, moi, ce qui me rend assez fou quand même, c'est que on accorde Mmh. aujourd'hui, notamment avec les jeux vidéo et avec les films et séries, une place de plus importante finalement à notre réflexion, à notre esprit. Enfin, je veux dire, là encore plus lorsqu'on était confiné, la seule façon qu'on avait de vivre, c'était de se transporter à l'extérieur grâce justement à des films, à des séries, de sortir un petit peu de cette situation extrêmement anxiogène en se Mmh. projetant dans des univers qui sont fantasmés, etc. Donc on fait appel à notre cerveau et pourtant lorsqu'il s'agit de venir un petit peu le muscler, en quelque sorte, l'éduquer aussi, et ben là tout de suite il y a un assez grand flou. J'ai un peu l'impression que contrairement à... Enfin, on pourrait en parler pendant très longtemps, mais il y a eu beaucoup d'enseignements qui nous disaient à l'époque, on pourrait monter jusqu'en Grèce antique, où c'est genre un esprit sain dans un corps sain, et les deux sont aussi, voire quasiment, enfin, sur un pied d'égalité, très très important. Et ça, on l'a un peu perdu, dans le sens où j'ai un peu l'impression qu'aujourd'hui, on voue un culte au corps qui est assez important et qui d'ailleurs tend avec les réseaux sociaux peut-être à dépasser un peu certaines bornes, et pas que les réseaux sociaux d'ailleurs, il y a aussi avec les pratiques peut-être un peu trop excessives de musculation, etc., etc. Et puis bah, on en oublie quand même que sans parler de comment dire, d'études, de culture ou d'apprentissage, de lecture, ne serait-ce que apprendre de bonnes méthodes pour se sentir bien dans son cerveau et dans son corps. Et je sais pas ce que tu en penses, mais c'est un peu une incompréhension que j'ai dans le sens où on explore de plus en plus cette partie-là de notre humanité, notre cerveau capable de créer des mondes à part entière. Et puis bah, on l'oublie un petit peu aussi, paradoxalement. Donc je sais pas ce que tu en penses, toi, mais c'est assez surprenant. T'en penses Mmh. quoi? Je je suis d'accord avec toi, je crois que c'est aussi dû à la manière dont on considère les sciences sociales C'est en vrai, France comme ailleurs. c'est vrai, c'est vrai. Heu, C'est-à-dire comme des pseudo-sciences souvent, heu, ou comme des sciences molles. J'aime pas ce terme, mais malheureusement c'est comme ça que c'est perçu, et peut-être des fois à raison, parce que, heu, il y a beaucoup, enfin, de chercheurs. Il y a beaucoup de professionnels ou de chercheurs qui, heu, malheureusement ne vont pas avoir la même rigueur quand ils font de la psychologie que quand ils font de Bien sûr. l'astrophysique. Je dis une bêtise, mais Ouais, non, mais voilà, complètement. ce que je veux dire par là, c'est que on malheureusement, pour des bonnes ou des mauvaises raisons, dans la société actuellement, on a du mal à considérer, heu, les sciences sociales comme une science, comme des sciences. Or, c'est le cas. Or, on a une vraie méthodologie, on a, des méthodes, on a, des techniques, et des choses à respecter pour pouvoir développer des études qui soient, heu, Ouais, mais... bah, qu'on puisse répéter, Mhm. qu'on puisse, enfin, en fait, ce qui fait une science, mais juste, il y a d'ailleurs, je trouve d'ailleurs que les critères pour faire une vraie bonne étude scientifique en sciences sociales, sont limite presque plus compliqués à mettre en place que dans les sciences qu'on peut qualifier de dures. Hem, Tout simplement, parce qu'on a beaucoup de biais à contrôler autres, et qu'on peut difficilement, contrôler en laboratoire. Bien sûr. Et puis, Heu, en fait voilà. aussi, il y a un peu un mythe aujourd'hui qui est de croire aussi que les mathématiques, c'est pas une méthode, mais c'est un résultat qui est vrai
à 100% et que la vérité aussi elle est immuable. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a trouvé que bah, par exemple 1 plus 1 égale 2 c'était vrai, et bah, ça ne pourra jamais changer. Or aujourd'hui il faut savoir que la vérité n'est jamais immuable et qu'on apprend tous les jours de nouvelles choses et de nouvelles, comment dire, bah, de nouvelles vérités entre guillemets et que du coup, ah, on a une petite déconnexion de Azer je crois malheureusement, qui a dû avoir un petit problème internet. On l'attend du coup 2 petites secondes, ça devrait reprendre assez rapidement. Je suis désolé, ça T'inquiète, crache. t'inquiète, y a pas de souci, y a pas de souci. Non, bah du coup, ce que j'étais en Je train suis de là, dire, tu me vois? je te vois, c'est Oui, non, parfait, mais tout le monde te voit. ok, super. Euh, oui, on disait sur tout ce qui est science. Non, mais tu as tout à fait raison. Et ce que je voulais dire par là aussi, c'est que le fait que ce soit pas perçu comme des sciences valables, fait qu'on va pas les considérer forcément de la même manière. Alors, c'est sûrement pas le seul facteur, mais on va peut-être moins s'attacher à la rigueur qu'on attacherait à des méthodes d'entraînement physique, par exemple. Complètement. Voilà, moi c'est comme ça que je le perçois. Mais bon, ça se développe, hein, faut pas être trop pessimiste. Et je Bien pense qu'il y a sûr, des choses qui se complètement. font. Et tu as des sociétés de psychologie du sport, de préparation mentale, que ce soit au niveau français, au niveau européen, qui font du super travail. Là, j'étais aux journées récemment, aux journées de la Société française de psychologie du sport. Il y a même eu des présentations sur les liens entre préparation mentale et e-sport. C'est Donc, génial ça. ouais, non, non, tout à fait. Donc il y a des choses qui se font et qui tendent à se développer et qui, je pense, voilà, enfin, je l'espère, si on continue sur cette voie-là, tendre vers une professionnalisation et peut-être, je l'espère, enfin, une véritable, un véritable cursus, pas forcément en préparation mentale, mais une protection du titre, au moins. Ouais, bah pour le coup, enfin, pour le coup, je partage ton avis. Je pense que la professionnalisation est essentielle. Après, l'e-sport est encore un domaine qui est en pleine professionnalisation, je pense. Aujourd'hui, on s'en rend bien compte que ce soit aussi bien dans l'organisation des structures que des joueurs et que du coup tout l'écosystème qui entoure ce monde-là. Mais enfin très sincèrement, je pense que l'e-sport qui est un jeu qui est extrêmement demandant mentalement, enfin c'est très très compliqué, d'autant plus que c'est un jeu où il y a moins de capacités physiques qui sont mises en action, qui sont mises en pratique. Hein, c'est des compétences, enfin je veux dire, un joueur va avoir avant tout des compétences et un savoir, des mécaniques qui sont genre juste insane. Néanmoins, il n'est pas obligé d'être capable de faire un marathon de 15 km pour pouvoir jouer à son jeu favori. Et donc du coup, bah, c'est qu'on se rend bien compte que la préparation mentale est d'autant plus importante dans cet univers-là, bah, que c'est un univers qui est extrêmement demandant justement. Je sais pas ce que t'en penses toi, mais d'un point de vue mental, je pense que au-delà du rythme effréné des compétitions, au-delà de la complexité parfois aussi de ces mêmes compétitions, il y a aussi un besoin de bien-être pour pouvoir perf au meilleur niveau. Mhm, mhm. Oui, parce que la préparation mentale, on n'a pas trop discuté concrètement, mais c'est avant tout la recherche du bien-être. Enfin, pour moi, c'est ça. Pour performer, la première chose à faire, et d'ailleurs la seule qui est vraiment nécessaire, c'est de prendre du plaisir dans sa pratique. Mm. Si on prend pas de plaisir dans sa pratique, euh, ce sera vraiment compliqué de performer. Ouais. Ça, Euh, j'en parlais avec la- quelques joueurs de ouais. Fortnite, pour rebondir sur ça, quelques joueurs pro de Fortnite qui aujourd'hui disent, et d'ailleurs c'est un des problèmes de la scène, c'est qu'ils ne jouent plus pour le plaisir, mais ils jouent pour le cash prize, parce que c'est vrai que Epic Games c'est peut-être l'un des éditeurs, développeurs qui investit le plus dans l'e-sport d'un point de vue purement financier, pas d'un point de vue infrastructure, sinon je me ferais taper sur le doigt par beaucoup de joueurs Fortnite, mais d'un point de vue financier en tout cas Mhm. c'est le cas, Mhm. et c'est vrai qu'il y en a qui ne profitent plus de leur pratique, et ça j'imagine que c'est quasiment autodestructeur, enfin je sais pas ce que toi t'en penses, du coup, je te laisse poursuivre ta réflexion que j'ai interrompue, mais Non, si. C'est destructeur et on en vient aux motivations en fait. Bon, évidemment, ça évolue encore et il y a des modèles qui. Je suis pas spécialisé dans les modèles de la motivation, mais l'un des modèles les plus connus actuellement, c'est celui de l'autodétermination, qui est le modèle de Deci et Ryan. Et ce modèle-là, il présuppose qu'il y a quatre types non, on va dire trois gros types de motivation.
la motivation, qui est l'absence de motivation, les motivations dites extrinsèques et les motivations dites intrinsèques. Et le but, c'est de tendre au plus vers de la motivation intrinsèque euh, pour le bien-être de manière générale, pour la performance. En fait, tous les facteurs sont corrélés, tout ce que je viens de citer ici, donc c'est-à-dire le bien-être, la performance, la, euh, moins d'anxiété, moins de dépression, ça corrèle avec le fait d'avoir des motivations qui sont plus intrinsèques. Alors qu'est-ce que c'est que des motivations intrinsèques? C'est des motivations qui sont dites autodéterminées, donc sur lesquelles on a réellement comment dire, on a réellement un impact. Si par exemple, pour te donner plutôt un exemple de motivation extrinsèque que tu comprennes, toi tu me dis il y a des joueurs Fortnite qui jouent pour le cash prize. Ça c'est typiquement un type de motivation extrinsèque. Alors il y a plusieurs types de motivation extrinsèque, mais par exemple c'est jouer parce que l'intérêt c'est l'argent. Ça peut être jouer parce que notre famille trouve que c'est important de jouer. Ça peut être jouer parce que la société nous dit que c'est bien de jouer et qu'on a plein de gens qui nous suivent et que la fame, c'est cool. Mais concrètement, la seule manière de pouvoir, en tout cas d'optimiser, on va dire, d'atteindre un plein potentiel, c'est que ta motivation, ça en devienne, imaginons, on parle de cadre de joueur Fortnite, je cherche à m'améliorer et à devenir un bon joueur et à m'amuser dans ma pratique, par exemple. Parce que ce type de motivation-là, ça va recouper les 3 besoins qui sont définis par Deci Ryan, qui sont le besoin d'auto-détermination, c'est vraiment cette capacité de se sentir compétent. Un besoin qui va être l'autonomie, c'est-à-dire quelque chose qui soit dépendant de soi. Typiquement en entreprise, c'est très important. Ça va être d'avoir la marge de manœuvre pour progresser et pour faire les choses soi-même. Donc pour ça, il faut aider la personne à comprendre les choses. Complètement. Genre, sentiment de compétence. Comme j'ai dit, pardon. T'inquiète pas. C'est super intéressant ce que tu dis en vrai. J'écoute, je bois tes paroles comme de l'eau, là, c'est vraiment passionnant. Il n'y a pas de souci. Et dernier, on n'a pas fini. Et dernier, c'est l'appartenance sociale. Donc attends, parce que du coup, je les ai de nouveau en tête. Compétence, sentiment de compétence, d'autonomie et de compétence, d'appartenance sociale, c'est-à-dire être dans un groupe qui nous pousse à aller dans ce sens. C'est-à-dire que si on côtoie pas forcément les bonnes personnes, si on est très isolé, on va pas forcément avoir tendance à performer. Il faut qu'on puisse s'identifier ou qu'on puisse faire partie du... Et je pense que là, actuellement, typiquement, l'e-sport, qui fait que ça se développe aussi bien aussi, c'est ça, c'est qu'il y a une vraie communauté et on n'est plus isolé chacun dans son coin. Et ça joue, à mon avis, là-dessus. En plus, évidemment, complètement. L'e-sport. D'ailleurs, c'est bien parce que tu me fais une transition parfaite pour la 3e partie de cette interview. Parce qu'on est déjà 11h quasiment, ça fait 1 heure qu'on parle ensemble. En vrai, c'est passionnant tout ça. Vraiment, je vous invite pour le coup, si vous ne le faites pas déjà, à aller suivre Azeroserve du coup sur Twitter, ce qui est ton compte Twitter, parce qu'il fait de super threads. Il en a fait un récemment, notamment sur la préparation mentale. Et c'est toujours intéressant d'avoir cet avis-là. En plus, on partage la même équipe associative e-sportive. Donc évidemment, vous allez avoir plein d'infos, notamment un tournoi ce soir qui peut-être sera casté par vos deux membres Good Luck Have Fun préférés. Mais enfin, pour revenir sur l'e-sport, peut-être pour essayer un peu d'en discuter plus amplement, toi, comment est-ce que tu as réussi à lier du coup ton domaine de compétences, la psychologie, voilà, avec justement l'e-sport, la préparation mentale avec l'e-sport? Comment est-ce que tu as réussi à faire un lien? Et est-ce qu'aujourd'hui, tu trouves que c'est quelque chose d'assez simple ou au contraire c'est assez compliqué? Je pense que la réponse on la connaît déjà tous, mais voilà, est-ce que tu peux un peu développer pour qu'on puisse tous comprendre plus amplement? C'est simple et compliqué en même temps. Voilà. Non, mais moi dans mon cas, je suis venu à l'e-sport un peu par hasard. C'est-à-dire que
vrai qu'on a parlé de mon parcours, mais je n'ai pas parlé de mes centres d'intérêt. Et c'est vrai que le sport, enfin, le sport électronique de manière générale, moi en l'occurrence League of Legends depuis responsable de la plupart de mes échecs scolaires, et ben c'est vraiment ça qui m'a amené à l'e-sport, c'est-à-dire que je suivais un petit peu les Worlds, puis après j'ai commencé à suivre la LEC et actuellement la LFL parce que Carmine. mais mais c'est vrai qu'il y a eu moi c'est vraiment LoL qui m'a amené à tout ça. Je suis pas forcément un grand joueur parce que je suis pas très bon et puis j'ai du mal à être régulier dans ma pratique. Dans ma pratique du jeu vidéo et puis enfin je trouve que socialement c'est encore pas très bien valorisé de dire à 28 piges ou 30 piges tu fais quoi dans ta vie? Non, bah, je joue sur mon temps libre, je joue. Okay. Non mais c'est vrai. Le mec ouais, non mais tu vas dire je vais au paddle avec un pote ou je vais aller faire un foot, on va te dire ah trop bien, mais je vais aller faire une partie de League of Legends avec tous mes amis où on va essayer de passer plate, diam. Je vais dire, qu'est-ce que tu me racontes? Donc je pense que ça joue. Et du coup, là où je voulais en venir, parce qu'à chaque fois je prends des raccourcis, des trucs, et je retombe jamais sur les pattes. Là où je voulais en venir, c'est que je suis arrivé à l'e-sport par la voie de League of Legends. Et je me suis dit à un moment donné, voilà, j'ai fini la RH. Et je me suis dit, j'ai envie de travailler dans enfin en tout cas de mettre à profit les compétences que j'ai acquis en RH dans l'e-sport. Et je connaissais vraiment rien par contre. Genre sur la scène locale, je connaissais les grosses équipes, hein, évidemment. Je connaissais Vitality, je connaissais Géo, je connaissais... mais l'e-sport associatif tel qu'on le conçoit chez Oserve par exemple, je connaissais pas vraiment. Et je me suis dit, je me suis renseigné déjà. Je me suis dit, bon, je pourrais jamais rentrer en tant que joueur. Je serais probablement pas coach non plus. Voilà, qu'est-ce qui peut me faire rentrer dans l'e-sport et qu'est-ce que je peux apporter réellement, parce que c'est aussi comme ça que je l'ai pensé. Et c'est vrai que du coup le recrutement ça m'est venu assez naturellement, et peut-être maintenant plus globalement les RH parce que je travaille avec Purple qui est mon supérieur. Et donc j'ai postulé chez Oserve qui m'a accueilli à bras ouverts. Maintenant depuis quasiment 1 an, je vais fêter mes 1 an je pense, peut-être dans quelques mois, si je dis pas de bêtises. Ce qui, dans l'e-sport, est pas mal, donc je suis quand même content. Et ouais, donc j'ai découvert un petit peu l'envers du décor. L'envers du décor, finalement les difficultés qu'on peut avoir dans l'associatif, dans l'e-sport associatif. En même temps, tout le plaisir que ça peut apporter et toute la... comment dire, il y a une certaine satisfaction forcément à avoir performé les joueurs de ton équipe, les joueurs que tu as recrutés. Encore une fois, on en revient à ce sentiment, tu sais, de faire corps, on va dire, avec un groupe. C'est ça aussi. Hein, et voilà, et c'est un peu ça. Bon après, je fais du bénévolat dans beaucoup de choses. J'ai aussi pas mal côtoyé l'associatif de manière générale, mais pas avant d'arriver à l'e-sport. Et on retrouvait un petit peu ce même fonctionnement. La différence peut-être que... Ouais, pardon. Ce même schéma, je disais, le même schéma qu'on retrouve dans l'associatif e-sportif. Exactement. Et tu peux le retrouver dans l'associatif, dans la petite radio du coin qui fait 2-3 émissions de temps en temps. Tu peux le retrouver dans... pour moi, vraiment, tu le retrouves dans les petites assos qui vont aider, je sais pas, les migrants à apprendre le français. Je prends des exemples concrets que je connais un petit peu, mais c'est ça qui était rigolo, c'est que finalement les milieux les plus proches de l'e-sport, c'est des milieux qui connaissent pas grand chose à l'e-sport. Voilà. Donc oui, je suis arrivé à l'e-sport par hasard et je trouve ça cool. Je trouve ça cool parce que, comme tu le disais toi-même, genre il y a une diversité de profils.
Mhm. Bah complètement. Et puis alors pour le coup, pour rebondir sur ce que tu disais, moi aussi ce qui m'intéresse dans la façon dont tu annonces ça, c'est que tu avais ce côté joueur et on en revient aussi un petit peu à l'importance parfois, tu vois, d'avoir un peu une connaissance de la scène avant de s'intéresser à l'e-sport. C'est-à-dire que quand on joue aux jeux vidéo, c'est plus simple. Surtout que l'e-sport, pour le moment, c'est un domaine de passionnés. Là où je pense que lorsque l'on veut travailler dans l'industrie vidéoludique, c'est beaucoup plus simple de ne pas jouer aux jeux vidéo et de l'intégrer parce qu'il y a des compétences qui sont demandées qui ne nécessitent pas une connaissance approfondie des jeux vidéo. L'e-sport, c'est plus compliqué quand même. Il faut avoir un certain feeling avec l'e-sport pour pouvoir s'y impliquer, et ça passe ce feeling justement par l'engagement associatif. Et c'est ça aussi un petit peu l'objectif de cette émission, c'est si vous avez l'opportunité, vous, que ce soit en tant que joueur, en tant que RH, en tant que en tant que marketeur, peu importe le métier et le corps de métier qui vous intéresse, si vous avez l'opportunité de vous investir dans une association, c'est le moment de le faire parce que c'est ultra bénéfique. Et moi, je m'en rends compte aujourd'hui, c'est extrêmement formateur. On est avec des gens qui sont passionnés et passionnants, qui sont parfois extrêmement impliqués aussi, et c'est comme ça qu'on crée de la rencontre, et le monde de l'e-sport, c'est un monde qui est très petit aussi. Enfin, je veux dire, je le connais pas encore complètement, mais j'ai l'impression que c'est une bulle assez fermée, en tout cas en France. On en parlait avec Nico la semaine dernière, on peut encore une fois le dire aujourd'hui, c'est un monde qui est, voilà, très fermé, très petit, donc n'hésitez vraiment pas à participer, parce que même si vous y arrivez un peu de façon annexe ou sans vraiment maîtriser l'ensemble de l'envers du décor, si vous avez un peu une passion, une connaissance, et ben vous pouvez vraiment, vraiment profiter de cette aventure-là, et c'est ultra positif et ultra bénéfique. Pour le coup, enfin j'imagine que tu me rejoins sur ce point-là, Azer, et puis j'imagine que voilà, ça rejoint aussi ce que tu venais de dire. Peut-être, bon, il est bientôt, je pense, l'heure de mettre fin au Ouais. stream pour pas prendre trop de temps, pour pas t'empêcher, voilà, pour pas t'empêcher Non, moi ça me fait de plaisir, il profiter n'y de a ta pas de matinée. problème. On a une question Au contraire. enfin une question, c'est pas tellement une question, c'est plutôt rhétorique. Mayo qui dit encore faut-il pouvoir être accepté dans cet écosystème grandissant. C'est vrai que c'est pas simple. C'est vrai qu'aujourd'hui il faut vraiment ne pas hésiter à Mm. postuler. Encore une fois, il faut pas avoir peur de l'échec. Quand vous allez Exactement. postuler, quand vous allez tenter de rentrer dans cet écosystème-là, vous avez de bonnes chances de vous prendre parfois des réponses négatives. C'est un petit peu le jeu, malheureusement. Je dis pas que c'est bien ou c'est pas bien, c'est comme ça, il faut l'affronter, il faut y faire face. Et pour le coup, moi, le conseil que je peux vous donner, c'est regarder les structures qui sont dans l'écosystème associatif depuis quelques années, regarder des structures qui ont un encadrement carré, intéressant, même si vous avez d'autres structures qui sont en train de se créer, qui sont complètement passionnantes, c'est là où vous pourrez apprendre le plus, je pense, sur l'écosystème e-sportif. Et puis ensuite, ben, Mm. ça passe aussi, voilà, ça passe aussi par la démocratisation, c'est ce que dit monsieur White, et c'est passionnant. Nous sommes les acteurs de ce milieu qui est en train de grandir, à nous justement de démocratiser, à nous justement d'offrir au nouveau la possibilité d'intégrer le secteur. C'est un peu le principe de cette émission. Je suis loin d'être un expert, mais c'est pour ça que je fais des interviews, c'est que je montre en fait qu'il y a une diversité de profils, et que bah, quand on veut, on peut, et que vous êtes aussi acteur un petit peu de votre propre volonté, de votre propre possibilité lorsqu'il s'agit d'intégrer une équipe e-sport, que ce soit au niveau associatif, au niveau pro, etc. Tout à fait. Je suis d'accord avec toi. En fait, là où je veux, enfin, peut-être donner un avis un peu RH aussi. Mhm. euh, les spécificités vraiment de l'e-sport, à mon sens, c'est qu'on est dans un milieu très jeune Bien sûr. et qui évolue très vite. Bon, ça va se tasser, hein, c'est sûr, à un moment donné, je pense. Je sais pas quand, comment, sous quel format, mais ça va à un moment donné, ça se calmera. Mais là, il y a une vraie hype. Et du coup, le fait que ce soit un milieu jeune nous laisse aussi plus d'opportunités et de possibilités. On n'est pas encore dans cette phase où on a des vieilles boîtes qui ont un fonctionnement bien défini, qui recrutent qu'un type de personne, comme on disait tout à l'heure. On est encore dans cette phase où on peut encore se former sur le tas. On peut encore arriver dans des structures où tout va se créer et tout est en train de se créer, donc très dynamique. Et finalement, c'est aussi ça que j'enjoins les gens à faire, c'est aller malgré, voilà, vous ayez ou non on va dire des compétences concrètes, ou même vous ayez fait des études dans un domaine, n'hésitez pas à postuler, c'est le moment, parce qu'à mon sens, vous allez développer des compétences dans des structures qui la plupart du temps ont rien à envier. Alors évidemment, il y a de tout, mais des structures qui ont des fois rien à envier à des fonctionnements en entreprise. Donc allez-y, et je pense que ça, vous le retrouverez pas forcément dans d'autres écosystèmes.
Je crois que l'écosystème de l'e-sport à ce sujet Ouais. est assez spécifique et vraiment il met à profit des compétences Mhm. et aussi des jeunes très motivés. Finalement un peu tout ce qu'on recherche un petit peu dans la tech, tu sais, dans les nouvelles. J'aime pas le terme là, mais tu sais, dans les petits incubateurs Ouais, c'est ça, ouais. de, Après, de après start-up ou autre. c'est intéressant ce que tu dis parce que ça fait écho avec ce que dit Monsieur White sur le chat Twitch, mais il y a aussi Mayo, et moi je trouve que ce que Mayo dit est très intéressant. Pour le coup, il y a un point moi que j'aimerais souligner, c'est qu'on parle ici d'un engagement bénévole et associatif avant tout. C'est vrai que lorsqu'il s'agit de s'engager dans le monde de l'e-sport de façon professionnelle, là ça devient véritablement un parcours du combattant. On en parlait avec Nico Besson la semaine dernière, il y a environ 700 postes en France ouverts, que ce soit stage de fin d'études, CDD, CDI, alternance. C'est extrêmement compliqué. Donc c'est un milieu qui est très fermé lorsqu'il s'agit de s'intéresser au monde professionnel, parce que c'est un milieu qui est vraiment en évolution. C'est pour ça que moi souvent, la façon dont je perçois la chose, après ça n'est que mon opinion, si c'est un domaine qui vous intéresse véritablement, regardez aussi du côté des éditeurs et des constructeurs, parce que vous aurez une connaissance du milieu qui est certes très différente, mais qui vous apportera de nouvelles compétences. Moi c'est un monde qui m'intéresse plus. Aujourd'hui j'adore l'e-sport en tant que viewer, j'adore m'engager, c'est pour ça que je l'ai fait de façon associative et bénévole, parce que c'est toujours plus simple. Néanmoins, c'est pas ce qui, d'un point de vue professionnel, m'intéresse le plus. Parce que c'est un monde qui est encore en développement. J'ai pas eu d'opportunité non plus, voilà, qui pour le coup serait ultra passionnante, etc. Mais regardez du côté des éditeurs parce que il y a beaucoup de propositions intéressantes pour que vous puissiez vous développer, pour que vous puissiez découvrir de nouveaux aspects et tout ça. Je pense que en l'occurrence, on est à peu près d'accord, ça vous permettra d'intégrer d'une certaine façon le monde vidéoludique, compétitif, parfois, peut-être pas tout le temps, et ça vous donnera voilà, une vue d'ensemble de ce milieu-là. Là où pour le coup, c'est vrai que voilà, si on veut toucher de l'argent, si on veut travailler de façon professionnelle, si on veut avoir un salaire dans l'e-sport, là la question devient extrêmement compliquée et je pense qu'on peut tous se rejoindre sur ça. Je suis complètement d'accord avec Mayo. Tu partages mon point de vue aussi, Alain, ouais, c'est à peu près ce que tu pensais. Totalement d'accord, je suis totalement d'accord. Après, Bien sûr. il y a plein de choses. Je pense que c'est complexe aussi comme sujet. Et malheureusement, on n'a plus beaucoup de temps, mais oui, c'est genre, ça reste un milieu qui est en plein développement. Et moi, j'ai un peu de mal à me prononcer quand même parce que je sais pas vers où on va aller. Mais ce que j'essaye en tout cas, peut-être un petit peu pour conclure mon intervention, mais T'inquiète, on a le temps encore, hein, te prends pas la tête. Hein. C'est plus pour toi. Non, t'inquiète. Ouais. Clarifier un petit peu ma position. Bien sûr. Non mais ce que j'en parle souvent avec Purple aussi, donc qui est mon DRH. Et, vraiment, j'enjoins les gens qui ont qui ont des diplômes, qui travaillent dans autre chose. On n'est pas, enfin, de toute façon, on le voit avec les différentes interviews aussi. On n'est pas tous des fanats de l'e-sport au sens, bien sûr. comment dire, au sens où on suit toutes les compètes, on sait tout ce qui s'y passe. Non, il y a des gens comme moi ou autres qui sont arrivés à l'e-sport sur le tard, à 27-28 ans maintenant, et il y a une génération de personnes, de travailleurs qui connaissent Internet, qui aiment l'innovation, qui aiment le sport, et en tout cas la performance, et qui gagneraient à connaître l'e-sport. Donc voilà, faites aussi connaître ces possibilités-là de bénévolat, d'investissement associatif, parce que ça reste de l'associatif autour de vous, parce qu'on a besoin de ces compétences-là. Et ce qu'on essaye de faire au quotidien chez Oserve, c'est d'amener du monde, des gens qui n'ont pas forcément la fibre e-sport de base, qui connaissent pas forcément énormément, mais à qui on va essayer d'inoculer un petit peu ce virus, en tout cas à qui on va essayer de faire un peu du donnant-donnant, leur profiter de leurs compétences et de manière générale et de leur expérience dans la vie Bien sûr. la vie Après, d'entreprise, dans la vie privée de manière classique.
je dis quand même Ouais, un truc, je rebondis sur ce que tu dis toujours, et puis aussi pour rebondir sur ce que oui, dit Monsieur White. dis-moi. Quand on se lance dans le domaine de l'e-sport, faites toujours très attention. C'est en aucun cas quelque chose qui vous permettra, comme on l'a très bien vu, de payer vos factures entre guillemets. C'est un milieu qui est très compliqué. Alors sauf si vous atteignez quelques très grosses équipes en France qui aujourd'hui ont les moyens de vous offrir une rémunération, c'est très très compliqué. Donc percevez ça un peu comme un coup de chance, percevez ça comme un engagement associatif très souvent, et puis essayez toujours d'avoir des backups. Moi, c'est ce que je fais, je pense que c'est ce qu'il faut faire, ce que tout le monde doit faire, c'est toujours très très important. Et après, bah, Mm. c'est vrai que Mayo le dit, c'est très compliqué aussi les éditeurs parce que c'est très demandé, hein. Moi, quand j'ai postulé pour mon stage chez Ubisoft, il y avait quasiment plus de 35-40 participants sur la troisième étape de recrutement. Alors que la troisième étape de recrutement, on avait déjà fait un entretien, on avait déjà présenté nos CV, LM, etc. Donc vous voyez bien que c'est très très demandé, c'est des postes qui sont très compliqués à obtenir, j'en ai bien conscience, mais regardez parce que... Alors qu'il vous sera plus facile des fois d'acquérir une expérience euh, en dehors des domaines qui vous plaisent réellement, c'est-à-dire en dehors Mhm. de l'e-sport, en dehors de ces domaines très demandés, et pour après mieux y revenir, on va C'est dire. ça, c'est ça. En fait, c'est pas se fermer des Ouais, portes que de décider d'aller bosser non, autre part, dans la grande distrib, dans une autre forme d'industrie et tout. Enfin, salut Kaito. Et puis bah Mayo, moi aussi pour le coup, j'ai dû envoyer mon CV Ubisoft. J'ai postulé à 4 offres chez eux, dont l'offre que je voulais le plus, qui est celle que j'ai obtenue. Donc j'ai énormément de chance, hein, j'en ai bien conscience. mm, Mais il faut pas hésiter à continuer, vraiment parce que, en fait, c'est malheureux, mais c'est extrêmement demandé, que ce soit Ubisoft, Bethesda. Là, depuis la conférence de l'E3, je suis quasiment sûr que Xbox va reprendre un petit peu de hype auprès de la communauté et auprès des pros aussi qui s'intéressent à ce monde-là. Donc c'est jamais simple, mais il y a des portes d'entrée, c'est faisable, c'est possible. Et puis bah, vous pouvez toujours aller mettre vos compétences dans un autre domaine, comme le disait très bien Azer, et revenir par la suite. Il faut aussi penser aux mm. développeurs indés. Non, je suis d'accord avec toi. Euh, il y a beaucoup de possibilités. Mhm, Il faut pas au contraire, c'est pas se fermer des portes, bien sûr. c'est les garder grandes ouvertes. Ça veut pas dire que vous allez pas pouvoir travailler dans l'e-sport, mais voyez-le comme une possibilité. Malheureusement, actuellement, de toute manière, il n'y a pas de place pour tout le monde, hein, faut pas se C'est leurrer. ça. Après, rien ne vous empêche de fonder une structure, de vous développer, mais c'est une question. Ici, on tombe plus sur est-ce que vous avez vraiment envie euh, et de quoi vous avez réellement envie. Et ça, c'est aussi un peu du travail sur soi et de la psycho, et on en revient à bien choisir ses passions et ses études. Et ça, c'est dur quand on est jeune. Donc, c'est pas l'idée ici, c'est pas de blame ou de dire vous devriez faire d'une certaine manière. Je pense qu'il faut faire on fait tous des erreurs, on évolue, on change de point de vue. Et c'est comme ça qu'on arrive à 28 ans en ayant fait de la RH, de la psycho, des politiques de santé, et qu'on se retrouve à faire de l'e-sport, C'est on ne ça. sait pas comment. Exactement. Enfin, je veux dire, ça peut être une passion que vous avez depuis quelques temps, que vous n'avez jamais mise à profit. Moi, c'est mon cas, ça fait 5-6 ans que je suis à la scène e-sport. J'y connaissais rien. Je connaissais Mm. pas du tout le monde pro. Je faisais de la recherche sur le Japon. C'était un truc qui me passionnait, qui m'intéressait. J'étais en sciences politiques en plus. Enfin, j'étais à des années-lumière de compétences qui sont demandées aujourd'hui pour l'e-sport et pour les jeux vidéo. Et je me suis reconverti. J'ai fait en sorte d'essayer de mettre à profit, voilà, mes compétences que j'avais pu acquérir par le passé. Et puis, bah, toutes les autres expériences que j'ai pu faire associatives, j'ai été président de conférences pour les modèles United Nations, etc. C'est des choses qui n'ont aucun rapport avec l'e-sport, mais qui, par ce que j'ai pu mettre en œuvre, vont se rapprocher de besoins de la scène. Et voilà, l'e-sport n'est pas un domaine exclusif. En fait, aujourd'hui, il y a quand même Non. un fait, c'est que l'e-sport est un domaine très fermé. C'est une communauté, c'est une bulle. C'est très compliqué de réussir à percer cette bulle pour rentrer. Néanmoins, voilà, c'est un domaine qui porte énormément et qui a tendance à s'ouvrir et à développer en fait, à se développer aussi énormément, énormément. Ouais, Et surtout qui vous laisse la possibilité de le développer. ouais, C'est-à-dire complètement. que toi, avec ton émission ou d'autres, Mhm, vous participez aussi à l'e-sport sans que ce soit ton métier, sans que ça te bien fasse sûr. vivre. Donc, il y a encore beaucoup de choses à faire. On est vraiment, enfin, bon, c'est de la redite un peu, Non, mais c'est mais ça, c'est intéressant. il y a tellement de choses à construire que on a besoin de tout profil. Bien Bon, sûr. vous me dites, vous êtes juriste, aucun problème.
Ça peut être très intéressant. Vous me dites, je suis préparateur physique, vu que tu me disais que ça t'intéressait aussi. Mhm. Il n'y a pas de problème, c'est très intéressant parce que les joueurs en ont besoin aussi. Qu'est-ce qu'on pourrait... Bon, tu me dis, je suis puéricultrice, je sais pas, ça va peut-être pas être très utile. On n'est pas encore arrivé Peut-être à pas, on avoir des sait, joueurs aussi jeunes. Mais, on sait jamais. Fortnite peut mais sortir même de des nouveaux modes. et sur Twitch, on va se faire ban là. Non, non, mais qu'est-ce que je voulais dire? Non, oui, vraiment tout type de métier, tout type de compétences peut être valorisable. Et, et quand je parlais tout à l'heure de compétences généralistes, peut-être pour préciser un petit peu, euh, il y a beaucoup de taf où vous allez pouvoir acquérir euh, des choses comme de la gestion de projet, comme Complètement, du complètement. management, parce que vous allez encadrer une équipe, où vous allez pouvoir vous affirmer, euh, où vous allez, par exemple, apprendre à faire de la logistique. Ça, vous allez le retrouver dans quasiment tous les postes. Oui, puis Enfin, tous les postes, je comprends, mais c'est ça, c'est ça. Vous forcez, en c'est fait, des vous choses que forcez pas. vous... Vas-y, Oui, vas-y, je t'en prie, je t'en prie, je t'en prie. vas-y. Ok, ok. Bah, Non, 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 mais oui, c'est ça, bah, c'est vraiment, ouais. vous forcez pas en fait à vouloir absolument travailler dans le monde de l'e-sport, sachant qu'aujourd'hui vous pouvez développer ces mêmes Mmh, compétences dans d'autres domaines. Et comme le d'accord. dit très bien Hugo, hein, on participe tous à son échelle au développement de l'e-sport, que ce soit de façon associative, que ce soit un petit projet comme ça qu'on décide de mener, etc. Enfin moi, si c'était sans le Discord e-sport business que Hugo a mis en place, je me serais pas rendu compte de toute la communauté qui commence à se développer, la communauté qui est en train vraiment de se mettre en place autour de l'e-sport. Et sans ça aussi, j'aurais pas rencontré beaucoup de mes invités, j'aurais pas rencontré au Service Sport, l'équipe dans laquelle je suis actuellement. Donc voilà, on apporte tous notre pierre à l'édifice, et c'est comme ça en fait qu'on réussit à bâtir quelque chose d'intéressant. C'est comme ça qu'on réussit à voilà à avoir véritablement un impact. Donc vous pouvez avoir cet impact sans faire de l'e-sport votre métier principal. Et moi pour le coup, je le dis très sincèrement pour le moment, je suis pas fermé à des propositions, mais c'est pas mon objectif professionnel que de travailler dans le monde de l'e-sport. Moi je m'intéresse énormément aux éditeurs et aux jeux vidéo. Je suis aussi un passionné de jeux. Bon, c'est surtout des triple A, d'aventure, action, etc. D'où mon poste actuellement chez Ubi, bientôt. Et, euh, et du coup, voilà, dites-vous que vous n'êtes pas obligé d'avoir cette fibre e-sportive à 200% pour participer à la création de la scène. Et c'est ça qui est beau aussi. C'est ça qui est magnifique. Écoute, il est quasiment 11h30. Est-ce que tu aurais un petit mot pour terminer, pour finir, voilà, est-ce que tu as envie de promouvoir un de tes réseaux? Est-ce que tu as envie de nous en dire un peu plus sur ton métier, sur ta pratique, etc. Voilà, n'hésite pas, l'antenne est à toi, tu dis ce que tu veux, dans les limites du raisonnable, évidemment. Nous t'écoutons. Allez. Bah, tout d'abord, on n'a pas beaucoup parlé d'Auxerve. Du coup, euh, c'est vrai que n'hésitez pas à nous rejoindre, en tout cas à candidater, à venir nous parler. On est une structure associative, sportive, qui essaie d'avoir un fonctionnement le plus professionnel possible. Euh, Maintenant, voilà, on a besoin de toutes les compétences, de toutes les bonnes Bien sûr. volontés, donc n'hésitez pas à venir nous voir. Ça, c'est pour l'aspect organisation. Euh, pour moi, personnellement, mes actualités, bah, écoutez, on n'a pas trop parlé, mais du coup, je consulte sur Agen, donc dans le sud-ouest. Je bouge aussi sur Toulouse, Bordeaux sans problème, que ce soit pour de la prépa mentale ou de la psycho, sachant que je fais de la thérapie par réalité virtuelle euh, aussi, donc sur certains aspects, ça peut être intéressant. Euh, et j'essaie de développer ça aussi avec la prépa mentale. Donc si même vous vous intéressez à ces sujets-là, vous avez envie d'en discuter, ou vous voulez qu'on travaille ensemble sur ces questions-là, moi je suis tout à fait ouvert sur le développement aussi de la prépa mentale spécifiquement dans l'e-sport, parce qu'on n'a pas discuté non plus des spécificités de l'e-sport au niveau prépa mentale. Bien sûr. Mais il y a vraiment des choses à construire. Et comme on le disait tout à l'heure, bah, investissez-vous. Pas forcément que dans l'e-sport, investissez-vous dans des domaines qui vous plaisent, dans l'associatif, euh, des fois même pas dans l'associatif. Prenez du plaisir dans ce que vous faites, essayez d'en prendre et essayez de comprendre ce qui vous plaît réellement. Voilà, c'est jamais facile, Complètement. et c'est des choses très généralistes, mais je pense que le seul moyen d'acquérir, on va dire, cet épanouissement et d'évoluer au plus proche,
au mieux finalement et sans péter un boulon et, et changer de carrière à 50 ans, c'est de suivre vraiment ses besoins, ses attentes profondes et ça, on nous l'apprend pas. On nous l'apprend pas, donc Exactement. notez les choses, réfléchissez aux choses et, N'ayez pas peur de vous et ça remettre en fait question voir. aussi. N'ayez pas peur Et de faire des erreurs. de faire des erreurs, n'ayez pas peur de vous remettre en question. C'est vraiment sur de belles paroles que l'on termine cette émission. Peut-être juste avant de mettre fin à tout Oui. ça et de remercier encore une fois Azer pour son professionnalisme et sa présence ce matin. Ce soir, on organise du coup avec Au Service Sport un petit tournoi communautaire sur League of Legends. On a déjà pas mal d'équipes qui se sont inscrites, donc n'hésitez pas à les rejoindre. Si vous voulez faire un petit tournoi avec des potes pour vous taper des barres et tout, ce sera en plus retransmis, si je me trompe pas, sur la TV. Au Tout à CERF, fait. que du bonheur, que du plaisir, donc voilà. Et puis, bah, comme l'a dit, renseignez-vous parce que là, on parle d'Auxerre, c'est une structure qui nous porte, qui nous tient à cœur évidemment, mais il y a beaucoup d'autres Il y en a structures d'autres. très très Mhm. intéressantes qui sont prêtes à recruter des gens comme vous, qui sont passionnés, qui sont intelligents, qui ont des compétences à mettre en valeur. Faites-le, n'hésitez pas à aller les voir, à discuter. Vous avez le droit de dire oui, vous avez le droit de dire non si jamais le poste ne vous convient pas, évidemment, mais faites-le parce que ça ne vous coûte rien et que même là, vous pourrez discuter avec des gens toujours passionnés et super intéressants. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Azer, merci pour tout, merci pour ta présence ce matin, pour toute cette discussion qui était vraiment passionnante. On a passé plus d'une heure et demie avec quasiment 10 personnes constamment qui nous écoutaient, donc ça fait toujours plaisir. Voilà, Je merci vois, pour c'était tout. fort intéressant. Et puis bah, on se retrouve très vite de toute façon, dès ce soir Bien normalement, sûr. et probablement plus tard sur mon stream, on devrait se retrouver. Merci beaucoup, Avec plaisir. Allez, merci beaucoup, passez une bonne journée. Au salut à revoir, tous. ciao, bye, merci beaucoup. Bon, incroyable, hein, Azer, merci à lui, c'était vraiment genre ultra intéressant. C'était vraiment passionnant. Moi, je vous remercie aussi pour votre présence, pour vos messages et tout ça. Encore une fois, vous êtes de plus en plus nombreux à participer. Euh, D'ailleurs, restez connectés parce que, bon, vous allez le voir, l'émission va un peu évoluer dans les semaines qui arrivent, normalement, notamment au niveau peut-être de l'horaire qui devrait changer en fonction de vos retours. Et d'ailleurs, si vous voulez un petit peu suivre l'évolution de l'émission, tout ça, et si vous voulez avoir toutes les infos nécessaires, n'hésitez pas à rejoindre le Discord eSport Business d'Hugo. En plus de ça, vous pourrez vous connecter avec quasiment près de 1000 personnes qui sont passionnées par l'e-sport comme nous. Donc c'est toujours ultra positif. Voilà, voilà. Et je le remercie encore une fois. Merci beaucoup à Azer. C'est vraiment ultra sympa de sa part. C'est jamais simple de passer dans une émission après Nico Bezombe. C'est jamais simple de participer à Good Luck Hafen avec moi parce que je suis un host terrible. Mais en tout cas, ça me fait toujours aussi plaisir de pouvoir partager autant de moments avec vous. Donc, écoutez, je vous invite à me suivre sur Twitter, à aller suivre aussi Azer si vous ne l'avez pas déjà fait, à me rejoindre, à me rejoindre sur Discord. Moi aussi, je me lève tard le samedi. C'est vrai que je me force à me lever tôt parce que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Néanmoins, en l'occurrence, je pense que pas trop tôt non plus. Donc, j'ai peut-être un petit peu décalé mon émission. Ça restera dans les mêmes eaux, mais je me rends compte que les gens se connectent plus aux alentours de 11 heures. Donc, on en discutera. On en discutera et on fera ça avec plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas à venir me rejoindre, à nous rejoindre, parce qu'on commence à être une belle petite communauté de près de 50 personnes sur Twitch, de près de 80 personnes sur Twitter, donc c'est toujours ultra bénéfique. Écoutez, moi je vous souhaite une excellente journée, je vous souhaite un très très beau samedi. Profitez bien du match de l'équipe de France cet après-midi, on espère la belle victoire. Et puis bah, profitez bien encore une fois comment dire, de la LEC ce soir si vous le regardez. Et sinon du tournoi communautaire de Service Sport. Je vous souhaite une très belle journée, on se dit à très très vite et on se retrouve. Ah là là, le follow, merci Azer. On se retrouve du coup samedi prochain. Merci à tous, merci pour votre présence et merci pour encore une fois votre participation, ça fait toujours super plaisir. Passez une très bonne journée, passez un très bon samedi. Ciao, bye.